nous allons démarrer peut-être directement sur le débat. Il y avait deux, trois points de démarrage assez... le premier dont j'avais parlé au début, on peut débattre d'autres choses, mais c'est juste pour lancer sur les différentes parties. Cette coïncidence avec et cette ambiguïté entre le terroir et le fait que cet attachement au local se fait parce que justement le local disparaît, enfin qu'on est dans de l'agriculture à distance, ce qui est quand même assez intéressant comme ambiguïté dans le rapport à l'agriculture urbaine. Ensuite, il y avait sur l'intervention de Massimo, où il mettait bien en évidence des zones vertes ou pas construites, quoi. On voyait bien à quoi ça pouvait être utile, mais à un moment donné, je me disais, parmi ces exemples, il y a de l'agriculture urbaine, il y a autre chose. Pourquoi plutôt l'agriculture urbaine et quel est son avantage comparé par rapport aux autres? Ça ne m'apparaissait pas évident et du coup je pense que c'est une question fondamentale, c'est qu'est-ce que ça apporte en plus sur le plan environnemental, écologique. Je pense que Colline sera enchantée d'entendre ça. Voilà, pourquoi l'agriculture urbaine plutôt que des forêts, des friches ou des parcs? Voilà. Et ensuite, sur ton intervention, juste une remarque aussi, parce que j'ai remarqué un truc très très intéressant, et c'est quand tu as parlé de ces potagers avec ces micro-fermages et les mecs qui font cultiver leur jardin par d'autres qui récupèrent les biens de leur jardin. Et je me suis dit, c'est fascinant, parce que spontanément, les gens, quand ils avaient un jardin dans leur pavillon de banlieue, c'était justement pour faire un potager. Et du coup, là, ils s'arrachent d'une certaine appropriation de l'espace pour après donner à un autre la possibilité de faire ce potager sur lequel ils ne prélèveront quasiment rien. Ça dit beaucoup, 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 je trouve, sur les relations sociales. Pareil sur les variétés, le fait qu'il faille des variétés différentes. Donc, à un moment donné, il y a une demande de produits de terroir, une agriculture de proximité, de qualité, et en fait, on retrouve les ressorts du marketing classique dans laquelle on va demander de la nouveauté. C'est très intéressant. Et je pense que là, il y a des choses peut-être à développer. Voilà. Et je pense aussi que ce sujet en particulier risque de donner beaucoup de choses et beaucoup d'éléments pour Vincent qui voulait nous présenter et démarrer peut-être le débat avec des choses qu'il connaît bien sur cette agriculture urbaine. Et donc, comme d'habitude, le débat, le but, c'est qu'on discute ensemble. Hein. Moi, je vais me taire, hein, j'ai juste lancé 2-3 trucs. Non, mais merci. J'ai trouvé très très intéressant les différentes interventions ce matin, également celle de Mathieuge. Mathéis, je prononce mal votre prénom, parce qu'elles ouvrent la porte à des quartiers agro-urbains où on voit que sur des petites surfaces, on peut cultiver avec des rendements différents, plus importants, et avec des variétés extrêmement importantes. Et ça, c'est intéressant. Vous mentionnez la ferme de la Grelinette. Il faudrait aussi mentionner peut-être les travaux de la ferme du Bec-et-Loing, où finalement, sur 1000 m² ou plus, on arrive à quasiment donner un revenu à un maraîcher. Et puis également ce qui se passe à Bristol avec BioAquafarm, où là, on est dans la culture, enfin dans de la truite qui est valorisée par le maraîcher, et un système complètement aquaponique. Ça, c'est une parenthèse. Je voulais juste revenir peut-être sur effectivement l'aspect, ce qu'on appelle à contresens le vertical farming, qui a donné lieu à beaucoup d'éléments dans la presse depuis la publication du livre de Dickson des Pommiers autour des années 2010, et qui était une utopie. Mais cette utopie est en train de devenir un business model. Alors pas sous la forme du vertical farming proprement dit, mais sous la forme effectivement de l'agriculture hydroponique ou aquaponique en toiture, ou de l'agriculture dans le bâtiment, et qui amène d'ailleurs également à d'autres réflexions sur l'économie d'ensemble du bâtiment et sur surtout le caractère énergivore de ce même bâtiment, la capacité à récupérer l'énergie perdue pour faire autre chose. On observe effectivement depuis quelques années une accélération du nombre de projets. C'est une accélération qui est liée au développement de ces techniques d'aquaponie et d'hydroponie en toiture, mais également à l'insolation artificielle qui participe de la culture de ces produits sous forme de LED ou sous forme encore de lampes au phosphore. Ces projets sont menés par des personnes qui ne viennent pas de l'agriculture proprement dite, mais qui s'attachent à créer une alimentation saine, ultra fraîche, récoltée à la demande, au plus proche du consommateur, et dans une logique d'économie circulaire. Alors on peut dégager grosso modo peut-être quatre trends sur cette agriculture
dans le bâtiment ou sur le bâtiment. Premier trend qu'a illustré Eric, c'est le début de la réplication des premières fermes hydroponiques en toiture. On le voit très bien avec Gotham Greens, qui en a sa 4e ferme, avec cette ferme qui fait 7000 m² sur la toiture finalement d'un industriel, d'une usine cosmétique à Chicago. Loufa qui a 2 fermes, et Bright Farm qui est plutôt sur des fermes au sol, mais à proximité de distributeurs, à proximité de la grande distribution. On voit bien que ces gens, effectivement, cherchent à des économies d'échelle en partant sur des surfaces toujours plus importantes. Et que de la volonté initiale qui consiste à avoir une variété de produits importante, ils commencent à shrinker le nombre de variétés pour arriver à des économies plus importantes. Ces mêmes fermes sur des surfaces plus étendues commencent aussi à chercher à s'intégrer au bâtiment pour arriver à un métabolisme où on se sert de l'énergie produite par le bâtiment sous-jacent, où on envoie de l'énergie vers le bâtiment, de la chaleur vers le bâtiment sous-jacent, ou même dans les périodes chaudes où on envoie un air qui est plus vivable. En Europe, ça commence à se développer également sur des surfaces moins importantes. On est plutôt sur des projets qui sont autour de 1500 ou 2000 m² et plutôt sur des projets qui sont de l'aquaponie. Je pense à ECF en Suisse ou à Berlin au sol, ou encore à Urban Farmers qui est en train de monter une première serre sur la toiture d'un immeuble de 6 étages à La Haye. C'est d'ailleurs par ailleurs une petite tendance, le nombre de bâtiments, ou la typologie des bâtiments sous-jacents est en train de s'ouvrir. Eric montrait une image de Harbor House à New York. On commence effectivement à réfléchir à des cultures hydroponiques en toiture de bâtiments d'habitation, ce qui est un peu contre-intuitif, puisqu'en fait l'épaisseur de ces mêmes bâtiments est a priori pas suffisante pour arriver à une ergonomie pour le maraîcher suffisante pour arriver à une économie intéressante de ces productions. Alors, le petit nombre de projets montre que c'est difficile de trouver une toiture suffisamment importante, qui ait la portance nécessaire et qui ait les accès désirés. Et en fin de compte, c'est une deuxième tendance, un certain nombre d'entrepreneurs en viennent à chercher à utiliser des espaces qui coûtent moins cher, puisqu'une serre sur une toiture coûte relativement cher, on est sur 1 000 €, 1 000 $ du mètre carré, donc on est sur des budgets importants. C'est grosso modo 3 fois plus important que ce qui se passe pour construire une serre au sol, donc il faut arriver aussi à avoir une surface suffisante et des productions à suffisamment de valeur ajoutée. Mais certains donc cherchent à investir des endroits où le foncier coûte pas cher, ou des bâtiments qui ont été désaffectés. Je pense notamment à des usines désaffectées, à des anciennes brasseries, ou à des entrepôts qui ne sont plus utilisés parce que les zones de chalandise ont changé. Et là, on est sur des activités comme Advance Organic à Saint-Paul, qui a investi une ancienne brasserie et qui fait de l'aquaponie. On est chez Farm Deer à Chicago, sur quasiment 5000 m², ou encore Green Sense Farm à Portage, ou Green Spirit Farm à New Buffalo. Là, ces gens, à travers une technique différente, puisqu'on a une installation artificielle, on est sur des productions de légumes feuilles, ce qu'on appelle les leafy greens, et également des productions de poissons. On cherche au bout du compte à cultiver ces produits, ça devient de plus en plus politiquement incorrect, on va dire. On cherche à cultiver ces produits en installation artificielle, donc on met tous ces produits sur des racks, et au bout du compte, dans une technologie encore plus importante, on arrive sur les modèles qui sont faits au Japon, chez Spread, qui est en train d'ouvrir une usine absolument incroyable qui va produire un nombre incalculable de têtes de laitue. Ça, je suis trop long. Oui, peut-être. Oui, c'est bien qu'il y ait débat quand même. Donc il y avait Sylvie, Evelyne, et puis qui d'autre? Et pardon? Colette. Ok. Donc on va commencer avec Sylvie. Oui, j'avais déjà envie d'en parler et l'intervention de Vincent m'a activé cette envie. On voit bien qu'en agriculture, le problème du sol se transforme en problème foncier, que ce soit du foncier urbain ou du foncier sur la terre elle-même. Parce que même hors sol, l'agriculture n'a peut-être pas besoin de terre, elle a besoin de sol et de foncier. Et il y a une question qui est au-delà de la rentabilité de ce foncier-là et de son coût pour le mobiliser,
qu'on voyait dans l'intervention d'Éric, qui est la rentabilité pour l'exploitant à disposer d'un sol avec un certain niveau de pérennité, parce qu'il va engager des frais, des investissements, des modes d'action, des organisations, y compris pour celui qui va de jardin en jardin, parce que dans cette agriculture urbaine, en fait, on a une diversité de situations, on a beaucoup d'associations avec parfois des mises à disposition d'un foncier public, mais on n'est pas là dans un système économique, quoi. Donc, comment ce foncier est mis à disposition, en fait, des exploitants? Je pose une question de discussion. Pour le spin farming, les gens, c'est gratuit. Ils font une entente sur 10 ans et l'offrent volontairement parce qu'ils croient à l'alimentation locale. C'est vraiment, ils font partie du mouvement. Pour les toits, actuellement, pour la majorité, c'est gratuit. Le gros défi, c'est que, bien entendu, les propriétaires des bâtiments, ils se réveillent en disant « Ah, j'ai un toit. Ah, je pourrais le louer. » Avant ça, c'était un espace qui était inutilisé. Et de là, le grand défi, je dirais, dans les fermes urbaines sur les toits qui se développent, c'est que l'État n'est pas du tout présent. Et ça pose un grand problème. Parce que déjà, on pourrait statuer que cette 5e façade, ce toit qui était inutilisé, nous ne pouvons pas le louer parce que nous devons l'utiliser pour des raisons communes de production alimentaire. Donc, on pourrait statuer ou, enfin, contrôler cet espace-là, ce que nous ne faisons pas. Tout comme ces fermes-là qui fonctionnent avec des 4-5 millions. Et bien entendu, les fermes Noufa, c'est quelqu'un qui a investi de sa poche parce qu'il avait de l'argent. Mais pour plusieurs, Gotham Greens, c'est des investissements, c'est des hedge funds. Donc, c'est du spéculatif. Donc, nous sommes dans la même discussion sur le contrôle des sols chez les fermiers en disant nous voulons que l'État conserve nos sols, que nous sommes propriétaires en tant que nation de ces aires-là. C'est une discussion qu'il y a au Québec et j'imagine qu'il y a en France. Et là, nous perdons le contrôle quelque part parce que c'est du spéculatif qui contrôle la production, qui pourrait bien dire à Gotham Greens, vous arrêtez de produire de la salade ou des tomates ou autres qui pourraient nourrir la population locale parce que ça ne nous intéresse plus. Vous allez produire de la marijuana parce que c'est très rentable. Excellente idée, excellente idée. Bien, aux États-Unis, c'est très rentable. Excellente idée. Donc, Evelyne, peut-être j'en veux un bout, hein, une petite parcelle. Oui, Evelyne. By your presentations, a very simple question came to my mind, and it has to do again with that ecological aspect which was raised by Colin earlier. So I was thinking when I saw the pictures of the street gardens you showed us, Eric, I was asking myself, well, there is one ecological aspect which is how much do these gardens bring forward what I would call the greening of the city. So in a way that green lung of a city or something like that. And on the other hand, I think about the consumers. So I have to admit, I wouldn't like to eat vegetables which were grown just close to the cars going by every day. I would avoid it. So I better put some flowers or something on that ground. And I was asking myself how much the people who raise the vegetables are aware of this aspect, or do they don't care anyhow? So a bit these two points of view from the ecological side. So if you know about studies or if you did research yourself, that would interest me. Au niveau écologique, je suis d'accord que ça n'a pas un grand apport écologique, mais je dirais que les jardins sur rue n'ont pas un apport écologique d'une manière ou d'une autre, puisque les arbres qu'on va y mettre en général ne sont pas des arbres très intéressants. Du moins, à Montréal, on va mettre du lilas et autres arbres très résistants, le ginkgo, le févier, qui n'ont aucune valeur écologique. Donc, ces jardins-là ont une certaine valeur écologique de verdissement, mais surtout de réappropriation de l'espace par les citoyens, parce que c'est eux qui vont s'en occuper. Donc, on n'est pas dans la biodiversité, je n'ai pas dit ça, mais à Montréal, nous travaillons beaucoup pour que certaines de ces parcelles-là deviennent des parcelles pour les insectes, pour les pollinisateurs, for bees. Et ça, ce serait intéressant. Est-ce que les citoyens voudraient s'en occuper?
Je ne sais pas. La ville veut... Pourquoi les citoyens s'en occupent? Parce que la ville ne veut pas s'en occuper. Ça coûte trop cher. Au niveau de la qualité, sur la qualité de la nourriture, il y a des études qui ont été faites qui démontrent, et là, ça va dépendre des pays, mais que les légumes qui poussent là ne sont pas plus contaminés que ce qu'on peut manger par ailleurs. Et en général, sont exempts de pesticides. Donc, c'est déjà un gain. Et après ça dépend qu'est-ce qu'on fait. Il y a des choix de légumes qui sont meilleurs que d'autres. Tout ce qui est betterave, carotte est meilleur que ce qui est aérien. Et tout ce qu'on mange, genre les laitues, il faut éviter. Mais les tomates, les contaminants sont dans les feuilles et on ne mange pas les feuilles. Donc, après ça, on doit laver, bien entendu. Ou des arbres fruitiers, c'est encore mieux. Les arbres fruitiers, il n'y a aucun contaminant qui va dans les fruits. Et on peut bien les laver. Il y avait Colette d'abord, je reprends, et après Collins, d'accord. Et il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question après? Merci. Merci, bonjour, Colette Reclus, je suis adjointe au maire de Rezé. Et donc, moi j'apprécie vraiment ces 2 journées parce que j'avoue que, bon, on est à Rezé en même temps en recherche et en action sur la question de l'agriculture urbaine. Et cette question traverse tous les champs. Moi, je trouvais très intéressant cette approche, traverse tous les champs, effectivement, de la question de l'urbanisme, des ressources humaines, des technologies, de l'innovation et effectivement la question de la justice alimentaire, notamment, on est assez sensible parce que ont été évoquées des expériences qui existent par ailleurs, par exemple à Paris. Chez nous, on a aussi une expérience de chantier de maraîchage qui, au fil du temps, s'est labellisé, est devenu bio. Et avec une entrée d'insertion sociale et professionnelle et un lien avec l'épicerie sociale, donc un axe très fort. On a un passé social, enfin d'engagement social très très important. Et donc ce lien entre la construction, la mise en place d'une agriculture urbaine qui permette l'accès à l'alimentation à des personnes démunies, parce que il se trouve que on peut constater quand même que le lien à l'alimentation saine est plus l'affaire de personnes qui ont les moyens, et que justement les populations en difficulté n'ont pas justement accès à cette alimentation saine. Et donc, pour nous, c'est important de développer des outils et une méthode. C'est à ce niveau-là qu'on est en train de travailler plus spécifiquement avec des consultants et des appuis et sur des méthodes pour effectivement développer l'agriculture urbaine, sachant qu'en tant qu'élu, on est quand même aux prises avec un certain nombre de contradictions, notamment au niveau de l'urbanisme, puisqu'en même temps on veut développer, on est convaincu qu'il faut une densification parce qu'il faut proposer à nos jeunes et à des personnes qui sont en difficulté des logements, et qu'il faut qu'en même temps on réussisse le pari d'une harmonie de la ville qui respecte d'une part les cadres, puisqu'on est dans l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, un nouveau plan local d'urbanisme. Hier, Émilie Rossa, qui est à côté de moi, vous a exposé la démarche dans laquelle on se situait, donc une démarche de développement, d'appropriation de l'espace public par les habitants, notamment sur la question de l'agriculture urbaine, et que donc on est vraiment
on se trouve affronté à des contradictions par rapport à la population qui a des aspirations importantes, des aspirations, je dirais, vertes, mais qui, dans le cadre des évolutions existantes, par exemple sur le fameux chantier de maraîchage que j'ai évoqué tout à l'heure, la question de l'insertion, le coût de cette démarche-là, c'est un coût aussi économique qui suppose un investissement volontariste de la ville. Donc je pense que cette approche de l'agriculture urbaine, c'est vraiment un enjeu de gouvernance qui traverse la question sociale. Qu'est-ce qu'on veut dans notre ville pour nos habitants en termes de qualité de nourriture? Qu'est-ce qu'on veut en termes d'espace et quel équilibre nature on peut mettre en place tout en tenant compte des impératifs économiques dans un contexte contraint au niveau budgétaire avec une baisse des dotations de l'État. Et donc tout cela fait qu'on est en marche, on est en recherche. On pense qu'il y a un travail éducatif à faire aussi bien au niveau de la population qu'au niveau des élus. Je pense qu'il y a une culture qu'il faut absolument que l'ensemble des élus s'approprient sur la question de l'agriculture urbaine. Il faut aussi qu'on soit modeste et qu'on entende les acteurs qui sont des innovateurs sur notre territoire. Et qui mettent en place des expériences innovantes d'appropriation d'espaces publics, de jardins partagés. Et ce que je souhaiterais vous dire pour terminer, c'est que moi j'ai ressenti très fortement une vision, d'ailleurs je n'étais pas la seule à la ressentir, une vision très... image d'Épinal de l'élu et des services dans cette enceinte hier. Je pense que à Rezé, ce que je vis, c'est une image aussi de autant d'élus que de services qui sont engagés, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont en même temps dans l'engagement et politique et de l'action sur le terrain, qui ont souvent une double casquette. Je suis moi-même dans un jardin partagé, autogéré, et donc moi ça m'apporte aussi de la matière par rapport à la façon dont, par délégation, j'ai la charge d'impulser un certain nombre de changements dans ma ville. Voilà, donc ce que je voulais vous dire. Oui, donc merci. On va continuer, je rappelle, dans une logique de débat, absolument, hein, donc en échangeant les idées, de manière, je préfère avec des interventions un peu courtes qui se répondent les unes les autres et qui permettent de faire avancer les choses. Je pense qu'on a tous des positions, voilà, institutionnelles ou autres, mais essayons d'éviter d'en faire trop dessus et plutôt de venir sur le fond du sujet d'aujourd'hui. Donc c'est Colin qui, je crois que c'est ton tour. Vas-y. Et quelqu'un d'autre après, non? Yes. So I won't talk too long, I promise. I actually wanted to respond just directly after what Eric had said. So this is part of the problem with this format. I just wanted to say something real quick. But this idea about the discerning consumer, that if there's food grown on the street, will you sort of decide you want to eat that food or not? But what was coming to my mind was this idea of marginalized people or people that are of lower socioeconomic status, and access to fresh fruit and vegetables
grown anywhere has an added value, whether it was, quote, on the street or not on the street. And also related to that is this idea of the both social and the political benefits of empowering people with growing their own food, especially growing their own food in these sort of interstitial small spaces where people can really take control of their own production and their own consumption. So that was related to that. And I believe it was actually you, Evelyn, that was talking about this action orientation for citizens who are, again, taking control of their own eating and their own production. And then Eric had mentioned the idea of people eating more fruits and vegetables when they grow that food. So there's like social, political benefits. There's also health benefits. We're using green spaces. We're creating this green lung. So all of that. So that was just a response that I wanted to make. But another, in terms of the debate element, there were two things that I think are pretty curious here. This idea of terroir spaces that you had mentioned. And I'm hearing these ideas around niche production, that people growing a certain kind of, or kind of heritage varieties of particular products, or growing strawberries on the sides of buildings, or growing mushrooms using the waste of a particular city. I had this sort of thought in my head of like, is this a new kind of place-based product? Sort of a strange way, but it's interesting that, if you grow this particular kind of food in a particular kind of place, that's another way of bounding that product to the space, which is sort of related to this idea of terroir. Which I think is what was done in the 19th century when the notion of terroir was created, but maybe Roland Vidal can answer about it. Elle voulait les informations. Et elle faisait, I say it in French, et ce que disait Colleen, c'était d'une certaine manière qu'elle était très intéressée par cette notion de terroir, mais également de manière plus récente, de la manière dont actuellement on allait utiliser des variétés plus récentes ou des choses un peu bizarroïdes, comme de faire pousser des fraises en haut de bâtiments, etc., et qui apparaissaient comme des logiques de niche. Et elle se demandait plus ou moins s'il n'y avait pas un lien avec cette notion de terroir qui s'était développée auparavant. Est-ce que ce n'était pas une manière de créer de l'identité, de créer des liens entre un certain type de production et un lieu? That's what you say? Good. Et je pense que tu es le mieux placé pour répondre. Je peux répondre, mais tu avais fait l'intervention, donc vas-y. Oui, donc je voudrais juste rappeler que quand on a créé des produits de terroir, qu'on les labellise ou non, mais quand on cherche à identifier un produit, à faire reconnaître sa qualité par un nom qu'on lui donne, c'est rarement pour le voisin. Si vous habitez Reims, que vous connaissez le producteur de champagne d'à côté, vous n'allez pas lui demander de garantir son AOC. Si vous êtes à Tokyo ou à Moscou, oui. Donc c'est la distance qui crée cette tendance qui apparaît au 19e siècle, puisque les transports le permettent, bien que pour certains produits, comme le champagne par exemple, c'est antérieur. Le champagne était connu avant le chemin de fer dans des pays assez lointains. Mais le chemin de fer va généraliser ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, on va avoir besoin de donner des noms, de garantir des origines, des qualités, et de dire mes tomates sont bonnes parce qu'il y a un savoir-faire appliqué à un climat et à un sol. Et c'est parce que je suis à Marmande, sous le soleil marmandais, avec le sol de Marmande, que mes tomates, qui vont devenir une variété aussi, et qui vont prendre cette identité, elles sont bonnes parce qu'elles sont associées à un territoire précis qu'on appelle un terroir. Ce qu'on reproche aujourd'hui le plus à l'agriculture, c'est de se déterritorialiser. On considère que les agriculteurs perdent le contact avec leur territoire. On voit là une artificialisation. Néanmoins, le blé pousse toujours dans du sol qui n'a pas changé, presque pas, et avec le soleil qui est toujours là, le même climat. On reproche cette déterritorialisation et on veut y répondre par quoi? Par une artificialisation encore plus grande. On va chercher les techniques mises au point par la NASA pour envoyer les habitants sur Mars. L'hydroponie, c'est ça. Hein. Et on met ça avec les techniques les plus modernes, sans regarder derrière qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il a fallu faire comme progrès technologique et à quel prix environnemental on en arrive à ça aujourd'hui. Pour arriver, cette fois, à déterritorialiser complètement la production agricole. Parce que cette fois que vous la faites dans n'importe quel pays, sous n'importe quel climat, dans une ferme verticale, dans une culture sur les toits, la notion de terroir disparaît complètement.
Alors, je sais bien qu'on peut essayer de remettre des variétés qui aient du goût, donc on peut faire des produits qui ont du goût, qui n'ont pas de terroir, mais je trouve qu'on répond à un problème d'artificialisation, par encore plus d'artificialisation. C'est certain, d'ailleurs, je vais repasser la parole à Eric qui avait justement un petit commentaire à faire, mais pour aller dans ce sens, la recherche de produits très spécifiques, les fraises dans les terrasses, où, comme on dit, on cherche des variétés différentes des autres, oui, c'est effectivement une manière de recréer du terroir, mais un peu à la manière dont je vois dans les villes, il y a les commerces traditionnels qui disparaissent, et à la place, on met des franchises. La franchise, ça a le goût du commerce traditionnel, mais c'est un poil plus standardisé quand même. Alors, je sais qu'il y a Eric qui veut réagir, il bout sur sa chaise. Il y a André qui demande une prise de parole, suivi de Matthijs. OK? C'est ça? Et quelqu'un d'autre dans la salle? Parce qu'après, on terminera. Oula! Ah, vache! Chaud! Waouh! 1, 2, 3, qui ça? 4 et 5. OK. Et après, it's over. On y va, démarre Eric. Yeah, I just want to perhaps answer to Colleen. I think, yes, we try to link the production with space. You know, all the movement of ground in Portland, ground in Detroit. In Montreal, we have honey that's just identified with the neighborhood. So you can buy the honey of your neighborhood where you live. So I think that's part of the marketing of Urban Hag. And I'm not sure you can call it terroir, since terroir is really French, you know. Outside of the country, you don't talk about terroir. We don't have that kind of perception in Quebec. But we try to link the projects with the space. It's true for some projects in Quebec outside of the city, but it's really, really what we want to try for Montreal, for Portland, since it's kind of good marketing, you know? It's grown locally, not far away. Perhaps you know the farmer. Perhaps you know the people that work on the farm, so that's part of the Urban Hag movement now. Okay, yeah. Well, I think I was going to make the same point that, for example, that project I showed yesterday called Sweetwater Organics, which was in Milwaukee, that was marketed, but kind of in the city, quite directly in restaurants. So you would go into the restaurant and they would say, we got our produce from this completely closed-loop, sustainable, experimental system. So maybe this idea of place-based production is quite interesting, which is kind of different to, as I understand, terroir, all about the actual soil and what is very particular about the product. But a second point, just to the debate, in the discussion about how we kind of value these spaces, and especially if you're looking at this economic argument of like cost-benefit, something that nobody, I don't think, has been brought up, is the idea of therapeutic horticulture. I mean, a lot of these spaces are very, 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 very similar, the same really, as the kind of spaces that are used in medical treatment, in people who are for physiotherapy, recovering from various illnesses, and also they're the kind of places where people also with mental health problems can work and can benefit and can basically receive a treatment. So there is a big connection to be made between the health benefits and then savings to health costs, et cetera, in the long run of these kinds of spaces, which probably also can be linked into the biodiversity aspect as two kind of big arguments that sit alongside the actual food productivity. Okay, merci. Thank you, André. Now it's to you, Matthew. You had something to... Merci. Yeah. Yes, I just wanted to support the idea about the niche, because there are so many varieties, older varieties that are not longer used for commercial production, but that have an enormous
attraction and value to many people. Like before World War II, we produced yellow cucumbers. They were replaced by green ones because they tasted not always that good. But it is obvious that the urban gardeners want to experiment with older varieties, also of fruits. I mean, there are so many kinds of fruit varieties, and they are not brought to the market. What we see these days, what I see, is that supermarkets really try to also meet a little bit of this demand. You see it in there was a huge discussion several years ago about the quality of the Dutch export tomatoes, and they were refused in Germany. And now you see that the tomato growers have moved to other types of varieties, and there is more tomato variety in the supermarkets, but this is only a small part. And I fully agree also with that there are many external costs that could be included, like there is the health issue, but there is also the issue of social cohesion, of crime prevention, for example. Already many years ago, we have witnessed a study of a person who identified the external costs that could be included and could be also paid back when people of a neighborhood themselves would just maintain green places, and especially in areas with youth criminality, for example. So there is a lot to gain that have not yet even identified. I'm still puzzling with an issue that I think has not been satisfactorily dealt yesterday, and so I bring it up again. I'm not sure about what we can expect and have to expect from governments. Maybe it would be fine if there would be regulation. In my personal view, regulations will maybe do more harm than they will be beneficial. So as long as we can stay, especially the national government and the laws, out of it, that would be wonderful. On the other hand, I realize completely that safety issues, if you take responsibility by bringing your products to the market, health and safety issues and food security issues are there on the table, and you may need to address them. What I would like to say in this respect is that I know from the Germans who have these huge amount of local energy initiatives, that they have founded a kind of national system of quality control, which is, I think, called Genossenschaften in Germany. Okay. And you could imagine that, and probably the friends from Montreal have much more experience with this, but that also local food initiatives would develop like similar concepts of internal quality control. Basically, this is what the supermarkets do. They have their internal mechanisms of quality control for food. Merci. So these are issues that we cannot solve here at this meeting, but I think they will be relevant to discuss, let's say, also for the long term. Yeah, sure. Okay, thank you, Matthijs. It was very, very elaborate comment. We're running short of time, so yeah, I know. So keep your comments as shorter as you can. So next one is Pierre. Oui, c'est un peu la même question qui vient d'être abordée, et je voudrais savoir donc quel est le rôle. Comment évolue l'encadrement public donc, au Québec? Donc c'est la même question que ce qui a été évoqué juste avant. Okay. Je propose juste, pour que personne ne soit lésé, que je sais que c'est non, hein, Rosé, mais oui. Émilie Rosa. Émilie Rosa, fasse une intervention pour que tu puisses éventuellement terminer, parce que beaucoup de questions s'adressent à toi. Et donc, ça pourrait être la dernière intervention qui essaierait de donner un semblant de réponse. Ok, Émilie. Oui, du coup, ça devient un tout petit peu en marge de la question
précédente. Si tu préfères, on fait autrement. Et du coup, Voilà, je voulais rebondir sur la notion de terroir et puis de génération d'une identité, comme vous l'avez dit, Colline. Moi, ça m'évoque quelque chose que j'ai remarqué. Le fait de cultiver, ça crée de l'identité, ça crée de l'histoire locale. Quand collectivement on se met à cultiver un interstice, un espace public, un jardin collectif, ça crée quelque chose, c'est jamais neutre. Et je voulais faire le parallèle entre le parallèle de l'enracinement entre la manière dont on rend un espace fertile et la manière dont on s'enracine culturellement. C'est-à-dire que quelque part, quel que soit son parcours de vie, on vient ancrer sa famille localement, peut-être avec le souvenir d'un père, d'un grand-père, etc., mais surtout dans un geste pour les générations futures, en fait, comme si quelque part on se disait, ici, c'est bon, nous sommes chez nous, on est chez nous, mon fils, ici, ce sera chez toi. Voilà, c'était cette dimension de création d'identité et l'image de l'enracinement, le contact à la terre qui crée quelque chose pour les relations, les générations futures, et qui, comme le besoin de contact entre l'homme et la nature, fait une sorte d'écho entre le besoin non seulement de ce contact à la nature, mais ce contact à la terre et à la stabilité dans le temps. Tout à fait d'accord. Je rappelle que dans la Fournière que tu connais bien, les jardiniers s'enracinaient aussi dans la terre et venaient tous d'ailleurs, que ce soit d'ailleurs en Europe, de l'autre côté de la Méditerranée, ou de Vendée ou de Bretagne pour certains, et que c'est un des rares endroits où l'alchimie qui consiste à faire vivre les gens ensemble dans des conditions détendues se réalise. Effectivement, l'agriculture, c'est un vecteur incroyable pour ça. Oui, c'est vrai. Ok. Eric. Oui. En fin de compte, les études, pour seulement répondre là-dessus, les études démontrent que c'est plutôt une importation d'un savoir, donc un ancrage importé de ton histoire. Donc les gens qui viennent de d'autres pays, par exemple aux États-Unis, on se rend compte que les réfugiés adorent l'agriculture urbaine parce qu'ils ont un savoir-faire qu'ils peuvent appliquer à une nouvelle place où ils vivent. Donc, c'est une autre façon de voir l'ancrage, mais effectivement, et bien sûr, la multifonctionnalité de l'agriculture urbaine qui n'a pas été abordée durant ces 2 jours est une réalité. Et nous parlons de production de nourrir, mais c'est plus que ça. Au niveau des réglementations, je veux dire comment la ville s'implique dans l'encadrement de l'agriculture urbaine de manière large. C'était ta question, Pierre, pour essayer de comprendre la question. Pour l'instant, à part le programme, ils étaient peu impliqués, mais suite à un important mouvement social qui a réussi à recueillir 30 000 signatures pour une pétition et une consultation publique, la Ville s'est rendue compte qu'elle devait faire quelque chose. Donc, actuellement, la Ville commence à développer des programmes et des politiques pour voir comment elle peut accompagner les différents projets. De là, il est possible qu'il y ait des règlements qui arrivent. Mais les expériences aux États-Unis démontrent que la réglementation municipale dans le cadre de l'agriculture urbaine a toujours été pas très mauvaise chose. Parce que ça bloque l'innovation, ça bloque l'appropriation citoyenne. Donc les politiques, ou plutôt des grandes directions qui veulent favoriser l'appropriation des espaces. Par exemple, à Montréal, ils ont fait une loi qui permet aux citoyens de partir des projets d'agriculture urbaine dans un arrondissement, partir des projets d'agriculture urbaine sur des terrains vacants, non utilisés, même si la ville n'en est pas propriétaire, même si la personne n'est pas propriétaire, mais que le propriétaire le laisse vacant, mais tu peux l'approprier. Après ça, ils ont mis des barèmes, des critères, mais on peut le faire légalement, donc on ne sera pas arrêté. Et une toute dernière intervention de Massimo qui a levé la main en disant qu'il voulait parler. Very short, because normally... The initial question that I don't answer, your question. Yeah, okay. No, but the agricultural areas, I think that are important because they answer different items and objectives contemporaneously. I don't remark now socioeconomic answer, socioeconomic reasons, subsistence reasons that several relators before me have highlighted. Other reasons in the organization of the city and in the ecological and territorial balance are, in general, now
for the reasons that we have suggested this morning, we are in the condition of the reorganizing the city, and every open space represents a precious element, because the open space have more possibility of transformation and used for different functions. But in particular, the urban agriculture represents the possibility of a flexibility, and the flexibility is necessary for the resilience of the city. Exemplum, an agricultural area can be an area of divagation of the river, an area where the river can go in case of flood without create disaster. The ecological equilibrium of the river need of this area of divagation. Area not built, where if one time in the last 5 years run the river, it isn't a problem, without provocate disaster. Second question, second motive, represent an important added value in the organization of ecological network for the bioconnectivity of animal and the vegetables. This is a big important inside the city too. 3, represent an important biodiversity point inside the city. Paradoxical is a more important ecologically a rural areas, instead a wilderness area inside the city. 4, represent an important way to consume less energy for environment comfort of the inhabitant. 5, represent an important contribute for the health of the people, and this is an ecological reason too. 6, represent an important way to educate the people at a new contact with the resource of land. But I think that the agricultural urban that is arrived in the city spontaneously have the potentiality, therefore, to contribute at the improvement of the quality of life if the isolated cases as a stepping stones is inserted in a train, in a systemic vision, in a framework more complex and general, so it can become a strategic point for a more general master plan for the city. Okay, merci. Thank you, Massimo, for this exhaustive intervention. We're going to finish